Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie, ancien président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994 et directeur d'études au CRASH, le Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires. Centre de réflexion plutôt. Il y a débat là-dessus. Moi, je suis plutôt favorable à la réflexion. Je pense un peu moins pompeux, moins ambitieux que recherche, et plus en rapport avec ce que nous sommes capables de faire. D'accord, réfléchissons alors. Vous êtes engagé dans l'action humanitaire depuis 1977. Vous avez effectué de nombreuses missions, principalement dans le contexte de déplacements de population et de conflits armés. Vous avez enseigné au Humanitarian and Conflict Response Institute au Royaume-Uni et vous avez été chroniqueur à Alternative économique notamment. Mais on vous connaît aussi pour vos nombreux ouvrages et vos articles. S'agissant des ouvrages, je citerai que le dernier, sauf erreur de ma part, C'est le dernier, oui. Guerre humanitaire, mensonge et intox, donc, qui était paru chez Textuel en 2018, pour lequel d'ailleurs on s'était déjà rencontrés. Et pour vos articles, c'est l'occasion de revenir sur l'un d'entre eux que vous aviez écrit également en 2018 dans Le Figaro et qui s'intitulait « La raison humanitaire n'est pas la raison politique ». Alors, précisons d'abord que cet article vise essentiellement la situation des migrants fuyant la Libye et qui continuent de prendre le risque de traverser la Méditerranée. Pour résumer votre article, je dirais que vous y affirmez trois choses. D'abord, que les ONG de secours en Méditerranée ne sont pas les complices des passeurs. Contrairement à ceux qui affirment que ces derniers, les passeurs, organiseraient le départ des migrants en fonction de la présence des navires de secours. C'est ce qu'avait dit à l'époque le président de la République et un certain nombre de personnalités politiques de premier plan. Donc il s'agissait de mettre les choses au point, d'autant que ça n'était pas en soi invraisemblable. C'était un argument qu'il fallait écouter et dont il fallait examiner la véracité. Et j'ai essayé donc de faire ça. D'accord, donc j'ai bon sur le premier point. Le deuxième point, vous disiez que les ONG ne font qu'aider les migrants à ne pas retomber entre les mains des vrais criminels, à savoir les gardes-côtes libyens, eux-mêmes reliés aux groupes armés qui agissaient en Libye. Sur les gardes-côtes libyens, il faudra peut-être nuancer un peu le propos. D'ailleurs, mes collègues du CRASH m'avaient amené à nuancer une critique que j'adressais à l'ensemble des gardes-côtes. Il y a une certaine diversité. Il y a des gardes-côtes qui font leur travail de garde-côtes et il y a des gardes-côtes qui sont de véritables gardes-chiomes et dont la mission essentielle consiste en effet à rattraper des gens qui fuient pour les remettre entre les mains de groupes criminels qui nourrissent ainsi leur propre économie parallèle. D'accord, c'est bien. La nuance est importante. Et on voit du coup qu'il y a des contradictions ou de la réflexion apportée au sein du CRASH lui-même. Et enfin, et c'est autour de ça qu'on va discuter, vous disiez « Les humanitaires ne doivent pas prétendre à la définition d'une politique migratoire ». Même si, disiez-vous, il est urgent d'associer gouvernement et organisation de la société civile, des pays du Nord et des pays de destination, afin d'organiser la mobilité internationale. C'est en cela, donc, ce qui donnait le titre de l'article, c'est en cela que vous affirmez que raison humanitaire et raison politique ne doivent pas se confondre. Et c'est autour de ça que j'aimerais discuter avec vous. Donc, la première question, elle coule de source, on dira. Qu'est-ce qui, selon vous, s'oppose à ce que les ONG disent quel type de politique migratoire elles souhaiteraient? Mais en fait, rien de plus qu'une conception limitative, voire d'une certaine manière peut-être restrictive, voire peut-être trop restrictive, ça se discute, mais enfin, une conception limitative que je défends depuis longtemps de l'action humanitaire. Je m'oppose depuis longtemps à l'idée selon laquelle être, entre guillemets, sur le terrain
est une sorte de source d'inspiration qui permet d'envisager des solutions à 360 degrés dans tous les domaines, alors qu'être sur le terrain, c'est une expérience irremplaçable, mais qui ne donne pas une légitimité pour se prononcer sur toutes les questions qui touchent à la situation de terrain. Par ailleurs, je conçois tout à fait qu'une ONG qui se qualifie d'humanitaire, car il y a des ONG qui ne sont pas humanitaires, qui font d'autres choses, on y reviendra sur la question de la mobilité, une ONG qui se qualifie d'humanitaire ou autre est parfaitement en droit, dès lors que c'est explicite, que c'est transparent, que c'est assumé comme tel, est parfaitement en droit de prendre des positions sur ces questions. Donc moi, je ne m'érige pas en censeur. J'exprime une opinion que j'ai toujours défendue dans le cadre de Médecins sans frontières et qui a une certaine écoute, enfin qui rencontre une certaine attention, mais qui n'est pas forcément l'opinion dominante, exclusive. Voilà. Donc, cela étant précisé, moi je ne pense pas, par exemple, qu'un médecin, quelle que soit sa position, qu'il soit médecin libéral ou médecin chef de service hospitalo-universitaire, soit en lui-même apte à définir une politique de santé. Tout simplement parce que toute la journée, il s'occupe de questions de mauvaise santé, de maladies. Je ne pense pas que ça le qualifie pour autant à devenir, par exemple, ministre de la Santé, ou voire Premier ministre, étant entendu que les questions de santé sont les questions dominantes dans l'esprit de tous. C'est un peu cette même logique que j'applique à nous. Donc, que les uns et les autres, nous ayons des opinions en tant que citoyens français sur ce que la France et l'Europe devraient faire en matière d'immigration, en matière de politique d'accueil, d'hospitalité, d'intégration des étrangers, de politique de l'asile, tout cela c'est plus que légitime, c'est souhaitable. Mais ce sont des positions individuelles. Moi, je défends les miennes, d'autres au sein de notre petit groupe, par exemple, peuvent en défendre d'autres légèrement, ou voire franchement différentes. On a des positions différentes. Et je ne pense pas qu'une organisation humanitaire en tant que telle soit qualifiée, c'est-à-dire à la fois informée et légitime, ce sont deux choses qui ne sont pas exactement superposables, pour proposer quelque chose de décent, c'est-à-dire de possible, d'imaginable en matière de politique d'accueil. Je pense qu'elles sont d'autant plus crédibles quand elles se concentrent sur leur mission. Par exemple, le sauvetage. Le sauvetage de gens qui sont en train de se noyer en Méditerranée en essayant de traverser vers les côtes européennes a quelque chose d'irrémédiablement incritiquable. Ces gens sont en menace de mort, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, c'est là la question des passeurs, de toute façon ils passent, donc notre présence n'accroît pas le rythme des tentatives d'abordage de l'Europe. Par conséquent, nous sommes là comme des tiers qui intervenons dans le cadre de notre mission. J'ajoute d'ailleurs, et c'est assez frappant de voir l'évolution, qu'avant que nous nous y mettions, il y avait l'opération Mare Nostrum qui a duré 1 an et demi, qui a probablement sauvé plus de 100 000 personnes, d'une mort certaine. C'est-à-dire, c'est pas une abstraction, c'est pas une campagne de vaccination qui a permis de diminuer la mortalité, mais on ne sait pas de qui. Enfin, il n'y a pas d'état civil des gens qui ont été sauvés. Là, oui, il y a un état civil, un visage, un nom, une histoire pour chacune de ces personnes qui a été sauvée. Donc, ce sont des êtres humains. Probablement l'opération de sauvetage humanitaire la plus énorme de l'histoire contemporaine, peut-être depuis 1944, depuis la fondation des prémices des Nations Unies, l'UNRWA de l'époque. Et tout ça dans une totale discrétion. Peut-être que d'ailleurs ce profil bas faisait partie de la mission. On le faisait comme une sorte de devoir humain, humanitaire, mais on cherchait pas à faire de bruit, pour ne pas éveiller l'attention des nationalistes, des gens qui utiliseraient cela pour attaquer l'Europe, s'en prendre à des étrangers, etc. Une discrétion peut-être de bonne aloi, je ne sais pas. En tout cas, je rappelle que ça a été le cas. Et puis, témoin du durcissement identitaire, disons, pour le résumer,
assez générale en Europe, peut-être à l'exception de l'Allemagne encore, enfin, ça dépend de quelle Allemagne on parle. Eh bien, l'opération Mare Nostrum a été interrompue, et c'est une opération maintenant plutôt répressive, ou plutôt d'ordre sécuritaire, qui en tient lieu. Bien, dans ce contexte, des organisations humanitaires comme SOS Méditerranée, Médecins sans frontières et d'autres ont toute leur place à sauver des vies, à sauver des corps, mais n'ont pas, à mon avis, de légitimité, donc de place, pour expliquer à la population ce que doit être un bon asile et une bonne politique d'intégration. D'accord. Alors, on a bien compris donc et vous le précisez bien, les organisations humanitaires n'ont pas de légitimité en tant que telles, et c'est peut-être pas leur intérêt de rentrer dans un dialogue politique sur la question migratoire. Mais néanmoins, vous considérez que les ONG devraient s'associer aux États pour organiser la mobilité internationale. Là, je vous cite précisément. D'abord, je trouve que la phrase, c'est pas si évident que ça, la différence avec le rôle politique, etc. Et est-ce que finalement, vous ne craignez pas que ce soit là le pire des pièges dans lequel les ONG puissent tomber? Peut-être, mais je dirais d'abord, en préambule, qu'il n'y a pas de position intéressante qui ne soit pas un peu risquée. Donc il y a sans doute un risque, je pense qu'il faut l'assumer, mais je veux tout de suite préciser que dans mon esprit, il n'y a pas de contradiction entre ce rôle et la critique que je viens de faire d'une irruption des ONG en politique. Et je m'explique là-dessus. J'ai participé il y a maintenant près d'une quinzaine d'années, c'était en 2008, à une étude dirigée par Bertrand Badi, donc prof de sciences politiques. Une étude d'ailleurs qui était commanditée par le ministère des Affaires étrangères, et qui s'est transformée en un petit ouvrage, résultat d'une enquête à laquelle j'ai contribué, sur la question des migrations et de la mobilité. Et donc cette étude a été publiée sous le titre « Pour un autre regard sur les migrations internationales ». On ne fait pas un best-seller avec un titre comme ça, mais bon, il existe et il est toujours disponible, édité par les éditions La Découverte. Et dans la thèse centrale que nous défendions dans ce livre, et que je continue de défendre parce qu'il me semble qu'elle est vraiment toujours d'actualité, toujours utile, c'est que plutôt que de se claquemurer dans une Europe à l'abri de frontières que l'on espère toujours plus étanches, toujours plus solides, toujours plus hautes, toujours plus épaisses, il faudrait, et qui sont justifiées par le fait que des demandeurs d'asile se transforment en migrants, enfin que des migrants utilisent l'asile, ou bref, prennent tous les chemins détournés, mais qu'une fois sur place, même quand ils sont déboutés de leur droit d'asile ou qu'ils ne trouvent pas une possibilité de s'intégrer, ils rentrent dans la clandestinité parce que le repartir, ça veut dire réduire à néant tous les efforts accomplis pour venir. Et cela doit être rapproché du fait que pour beaucoup, le départ n'est pas conçu comme une espèce d'arrachement définitif à son pays, à son lieu de naissance, à son lieu de vie, à son lieu de sociabilité, et que, bien au contraire, l'idée de pouvoir revenir quelques années plus tard avec un pécule, avec quelque chose de substantiel en plus, est très présente dans l'esprit. Eh bien, ce sont ces deux notions-là qui sont au fondement de notre proposition, qui est de réguler cette mobilité internationale, de favoriser ce mouvement pendulaire, ces allers-retours entre une destination dans un pays industrialisé et un retour possible dans le pays d'accueil. Et j'ajoute que par rapport au mantra sans cesse répété de la nécessité d'une aide au développement réellement efficace, avec une surveillance des dépenses, etc., qui enfin permettent d'offrir des perspectives d'emploi, d'évolution sociale à ces pays, donc de déboucher l'avenir d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle des mantras, c'est voué absolument à l'échec.
On ne développe pas une société de l'extérieur. Aucun modèle observable dans l'histoire, en Europe, en Asie, ne vient au secours d'un tel projet. Au contraire, on voit bien les échecs de toutes les politiques de développement. En revanche, ce qui provoque du changement social, de la transformation, c'est-à-dire des changements de mode de vie, de mode de production, de mode de relations sociales, ce sont les échanges sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, les frontières, les zones frontalières, sont des zones précocement industrialisées, par exemple au XIXe siècle, etc. Donc, c'est dans des échanges culturels, dans des échanges de population que cela se passe. Et c'est pourquoi la mobilité internationale, la mobilité pendulaire, me paraît bien plus apte à susciter des politiques de développement qui ne sont pas financées en tant que telles, mais simplement soutenues par le soutien à la mobilité internationale. Et je pense que là, on aurait des résultats bien plus tangibles, parce qu'au moins, cette notion-là s'appuie sur des exemples empiriquement constatés, et donc qui sont beaucoup plus porteurs, quoi. Voilà, et donc, comment organiser cette mobilité? Eh bien d'abord avec des accords interétatiques, mais ça ne peut pas être que l'affaire des États. C'est l'affaire aussi, c'est une affaire supraétatique, donc c'est aussi les Nations Unies, et c'est une affaire infraétatique, donc ce sont aussi syndicats et ONG issus de la société civile, œuvrant dans toutes sortes de domaines, de formation, dans différents domaines qui peuvent avoir une inspiration humanitaire, mais qui ne sont pas nécessairement tournés dans l'action humanitaire elle-même. Donc c'est pour ça que je parle d'ONG issues de la société civile. Médecins sans frontières est aussi issu de la société civile, mais on a un cadre d'action extrêmement délimité et tout. Bien souvent, des ONG ont des perspectives, des cadres d'action beaucoup plus larges, et ne sont pas nécessairement très opérationnels, mais sont en contact avec des réalités sociales qui sont très utiles à connaître pour les autres acteurs de ces dispositifs d'organisation de la mobilité. Donc, organisons la mobilité internationale. Bertrand Badi, d'ailleurs, proposait de la tenir pour un bien commun, non pas pour un fardeau, c'est pour ça qu'il s'agit de changer de regard, la tenir comme un bien commun, parce que, en effet, elle apporte à ceux qui sont à un bout de la chaîne, comme elle apporte à ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, donc sans priver personne. Donc, en effet, il y a quelque chose de la philosophie du bien commun dans ce domaine. Et c'est à ce bien commun-là que je convie les ONG de participer, mais pour l'instant, c'est totalement virtuel, puisque ces dispositifs sont inexistants, bien que envisagés par l'ONU. Il y a eu une conférence, je crois, c'était à Marrakech, il y a 2-3 ans, au cours de laquelle ce genre de proposition, qui n'est pas totalement farfelu, totalement marginal, a été mis sur la table et discuté, d'ailleurs avec des échos très critiques, immédiats, de la part de l'extrême droite en France, affirmant que les Nations Unies organisent la submersion migratoire de la France sous ces slogans-là, etc. Mais bon, ça montre que cette question-là est en train de progresser. D'accord. Bon, on comprend mieux. Alors, il y a une autre phrase sibylline dans l'article qui m'a paru telle qu'elle, en tout cas. Vous suggérez que par le passé, des ONG ont pu se rendre coupables, complices, en tout cas, sans le vouloir, d'entreprises criminelles. Et évidemment, à l'époque, vous évoquiez la Libye, mais il me semble que c'était surtout une question d'humanitaire d'État, à l'époque. Mais j'ai cru y lire une critique des sauvetages en mer de Chine dans les années 1980, à peu près fin des années 70 et une bonne partie des années 80. Pourtant, les ONG d'aujourd'hui évoquent très souvent l'épisode et même la situation globale des boat people à l'époque pour s'investir dans le combat sur les nouveaux boat people, finalement, que seraient les personnes traversant la Méditerranée. Mais ça, c'est une interprétation toute personnelle qui n'est pas exacte, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, je défendais le secours aux boat people en mer de Chine à l'époque. Ma seule réserve était qu'en fait, il ne s'agissait pas vraiment d'une opération de secours maritime, parce que la mer de Chine est très étendue,
qu'elle ait parcouru de nombreux petits bateaux de pêche qui sont autant de signaux radar qui ne se distinguent pas des éventuels bateaux de boat people, et qu'il était en fait pas possible de secourir ça. Donc il y avait une approximation médiatique, pour le dire, disons, aimablement, qui était quand même assez trompeuse. Le bateau, l'île de Lumière et d'autres bateaux ont surtout été des bateaux hôpitaux, ancrés, au mouillage, dans l'île de Pulo-Bidong ou ailleurs. Et ils ont rendu des services symboliques et des services pratiques, donc je ne veux pas du tout créer de polémique inutile là-dessus, c'est une affaire réglée. Mais c'est pas du tout de ça que je parlais. J'avais en tête différents épisodes, deux en particulier, mais aussi un ou deux autres. Le premier, c'était l'Éthiopie, la famine d'Éthiopie en 85, au cours de laquelle le gouvernement éthiopien a utilisé l'aide internationale, c'est-à-dire à la fois ses ressources matérielles et son personnel, pour attirer des gens et ensuite les déporter dans des nouvelles zones de peuplement, à un coût humain effroyable, et dans le silence général des ONG qui donc contribuaient activement à cette déportation. Donc moi j'ai toujours gardé en travers de la gorge cet épisode qui a été extrêmement controversé, extrêmement conflictuel. MSF a protesté, s'est fait éjecter d'Éthiopie dans un silence vraiment étouffant de tout le monde qui regardait ailleurs. Et bon, c'est pas tellement, MSF n'est pas la victime là-dedans, hein, du tout. Ce sont les Éthiopiens qui étaient les victimes d'une espèce d'association contre nature entre un régime totalitaire et des organisations humanitaires qui couvraient ces exactions. Et donc qui s'en rendaient d'une certaine manière complices parce que rien ne les obligeait à couvrir ces exactions. Voilà, alors je peux penser aussi à la Corée du Nord en 99, mais alors là ça a été différent. Quand les uns et les autres nous nous sommes rendus compte que nous ne rendions service qu'au régime qui était lui-même la cause de la famine et pas aux victimes de la famine, eh bien les uns et les autres, nous avons décidé de rompre l'accord qui nous liait au régime nord-coréen. Et dans un très court laps de temps, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, ont annoncé leur départ de Corée du Nord pour mettre fin à cette complicité. Pour citer aussi quelques autres exemples, comme par exemple les camps rwandais au Zaïre de 94-95, qui servaient de base d'entraînement et d'attaque contre le Rwanda sous le régime du FPR, et sanctuaires militaires auxquels, disons, le dispositif de l'aide dans son ensemble, Nations Unies et ONG prises en commun, ont largement contribué. Donc oui, il arrive, ce sont des situations extrêmes, elles sont heureusement l'exception et pas la règle, mais il faut avoir en tête qu'elles existent, et donc ne pas éliminer a priori une complicité possible avec un pouvoir criminel. Donc je disais ça de façon allusive parce que l'espace m'était compté dans cet article, évidemment, mais je voulais montrer qu'a priori, l'accusation ne doit pas être balayée d'un revers de main comme un outrage à la noblesse humanitaire, mais comme une réalité politique à laquelle il faut savoir se confronter et éventuellement l'écarter ou au contraire en tenir compte quand elle existe. Merci. Cet article, donc, qui date de 2018 et autour duquel on tourne un petit peu, concernait donc, je l'ai déjà redit, essentiellement les migrants venus de Libye. Mais depuis 3 ans, beaucoup de choses se sont passées. La pandémie, évidemment, qui d'une certaine manière a pu suspendre certaines voies migratoires. Et puis, toutes ces années, on a assisté tout de même à une montée des nationalismes gouvernementaux, même, ou parlementaires, en Europe, en Hongrie, en Bulgarie, en Italie, en Finlande, et la France n'est pas du tout épargnée, loin de là. L'évolution, elle est forte aussi en dehors, hors Europe. Il suffit juste de penser au Brésil, par exemple. Et la migration, le thème de la migration est toujours un point de mobilisation des mouvements nationalistes. Est-ce que, face à cette situation, vous ne considérez pas que les ONG, et là je reviens un petit peu à la première question, elles devraient s'engager dans le débat politique? Et
on peut préciser peut-être ONG humanitaire, organisation de la société civile, puisque vous faisiez la distinction. Oui, tout est affaire de mesure, en l'occurrence. Bien sûr qu'elles devraient s'engager. D'ailleurs, je pense qu'elles le font dans l'ensemble, y compris MSF, MDM, enfin celle que je connais le mieux, mais aussi Utopia 56 et bien d'autres associations locales qui sont extrêmement actives. Donc, elles le font en défendant une politique d'hospitalité. Et je pense que c'est le moins qu'on puisse attendre de nous. Des gens qui défendraient une démarche humanitaire en affirmant qu'elle ne peut être que chez les autres et pas chez soi, serait dans une contradiction intenable. Ça ne veut pas dire pour moi qu'on définit une politique de l'asile, par exemple, qu'on dit quels sont les quotas, quelles sont les quantités de migrants qui sont acceptés, quels sont les pays d'asile les plus importants, les pays d'origine qu'il faut favoriser dans le droit d'asile, etc. Mais on peut avoir un mot à dire là-dedans. Donc oui, je le crois, et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui me pousse à mettre en question certain nombre de principes, comme celui de la neutralité qui commande de ne pas prendre part à des controverses. La neutralité humanitaire en période de guerre, c'est ne pas aider l'un des belligérants par des armes, des informations, quelconque moyen, et en temps de paix, c'est ne pas prendre part à des controverses d'ordre politique, racial, religieux, etc. Et moi, je pense qu'on peut prendre part à des controverses. En effet, par exemple, si c'est controversé, la défense d'une certaine politique d'hospitalité, la défense d'un droit humanitaire important qu'est le droit de se réfugier dans un pays tiers, et donc de s'opposer à des forces politiques, voire à une politique gouvernementale au nom de ces questions d'ordre humanitaire dans nos propres sociétés. Donc si, je crois en effet qu'il faut le faire, mais c'est affaire de mesure. Il y a un moment où notre ticket humanitaire n'est plus valable, si on peut dire, et où la controverse peut continuer, mais avec des opinions qui deviennent personnelles. Et qu'un humanitaire s'exprime à titre personnel en tant que citoyen du pays dans lequel il se trouve, quoi de plus naturel? C'est un fondement essentiel de la liberté que de pouvoir exprimer ses opinions critiques à l'égard du gouvernement. Mais vous voyez, pour moi, on change de registre. Il y a une limite au-delà de laquelle on doit convenir que ça n'est plus du ressort d'une organisation humanitaire qui s'en tient au secours et à l'hospitalité, mais qui ne peut pas aller plus loin, et où ça devient l'affaire des individus, des citoyens, disons. À l'occasion de ce qu'on pourrait appeler la reprise, finalement, de l'Afghanistan par les talibans, donc une actualité très très récente, la migration, encore une fois, est revenue au premier plan. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré aussitôt que la France fera tout pour s'opposer à la vague migratoire qui était déjà annoncée alors qu'on avait à peine évacué Kaboul. Est-ce que ce type de déclaration ne vous semble pas emblématique de l'instrumentalisation de la migration dans un contexte préélectoral, comme c'est le cas en France? Et je rajouterai une question dans la foulée. Est-ce que c'est pas annonciateur de difficultés encore croissantes, encore plus grandes pour les ONG à aider les migrants? Écoutez, pour cette deuxième question, je serais bien en peine de répondre avec assurance parce que c'est le futur qui tranchera. Et comme j'aime bien le dire, le futur ne m'a jamais fait de confidence. Donc je ne sais pas trop. On peut espérer. Disons, on ne peut s'en référer qu'à des tendances psychologiques. On est optimiste ou pessimiste, on voit l'avenir en rose ou en noir. Et bon, on peut se dire c'est juste un moment et ça va aller mieux, ou bien au contraire, ça ne peut aller qu'en empirant. Mais de toute façon, ça reste gratuit, quoi. Enfin, ça reste en suspens. Donc je m'en tiendrai là pour cette question. Naturellement, la première partie de votre question, cette déclaration du président de la République, je l'ai trouvée odieuse et déplacée au moment où quelque chose de tragique se passe pour des centaines et des centaines de milliers d'Afghans.
les présenter comme un fardeau supplémentaire, c'est vraiment leur cracher à la figure. Et ça ne se fait pas. Enfin, je trouvais ça tout simplement indécent. Je ne sais pas si la décence est une notion politique très établie, mais en tout cas, en l'occurrence, l'indécence était vraiment patente. Donc oui, ça montre bien à quel point la question des étrangers, la question des migrants reste sensible, est utilisée à des fins de mise en place d'un bouc émissaire, d'exutoire à des passions hostiles. Alors, Macron concentre sur lui un certain nombre de reproches, pas toujours fondés d'ailleurs concernant le Covid et des choses. Eh bien, il se débarrasse peut-être de cet excès de critique sur des migrants ou des migrants potentiels. Je trouve, c'est absolument honteux. Merci beaucoup, Ronnie Broman. Ça nous a permis de bien revenir sur cette question et sur cet article. Merci beaucoup. Avec plaisir.